On va parler de la panique trans dans le sport. Bon, les gens qui suivent ma chaîne, j'ai beaucoup parlé de la question de la transphobie, des paniques anti-trans, et cetera, et cetera. Et là, du coup, il y a Brut qui a fait, il y a une semaine, ils ont sorti une vidéo sur ces sportives accusées d'être des hommes, sur les tests de féminité. Parce que du coup, bon, bref, je vous refais un petit peu le truc, mais bon, globalement, on a eu droit à une culmination des paniques anti-trans, un point culminant des paniques anti-trans à partir des années 2020, globalement, hein, où la classe politique s'est vraiment énormément polarisée autour de ça. Mais du coup, ça a culminé aussi dans des décisions politiques. Dès que Trump a pris le pouvoir, jour 1, vous savez, quand il s'est mis en scène en signant tous les décrets, etc., il a signé des décrets pour réaffirmer qu'il n'y a que deux genres, et ce qui amène à ce que dans beaucoup d'États des États-Unis, les personnes trans sont privées de papiers qui correspondent à leur genre et sont obligées, sont contraintes d'avoir des papiers avec leur sexe assigné à la naissance. Donc, ce qui fait que tu as des personnes trans qui ont transitionné pendant des années ou quoi, tu vois, genre c'est pas une meuf trans qui a sa carte d'identité, son permis de conduire en son bon nom, avec sa bonne photo, avec marqué femme, etc. dessus, qui se retrouve du coup à être obligé de renouveler prématurément ses papiers d'identité avec marqué M et avec marqué son nom de naissance, etc. Donc en fait, ça a une invalidation massive des papiers des personnes trans aux États-Unis, et en fait ça a des ramifications absolument partout, parce que en fait oui, quand t'as des papiers qui sont pas à ton nom, déjà ça te out en tant que personne trans et ça t'identifie comme personne vulnérable à qui on peut faire des dingueries, quoi, globalement. Et dans le sport, ça a été un des endroits où la panique anti-trans a été le plus efficace pour rentrer dans le mainstream. Déjà, il y a une histoire dans le sport des tests de féminité. Il y en avait déjà sur les athlètes intersexes, notamment Caster Semenya, etc. C'est-à-dire, bon, en fait, non. Test de féminité en histoire beaucoup plus ancienne dans le sport. À partir du moment où il y a eu du sport féminin, il y a eu déjà des paniques sur le fait que des hommes se fassent passer pour des femmes. Déjà, le sport, quand des fédérations de sport féminines ont commencé à se monter, etc., il y avait des oppositions très conservatrices au fait que les femmes fassent du sport. Puisque notamment, des sports étaient plus recommandés pour les femmes, comme la gymnastique, etc. Et avec des façons de faire de la gymnastique, par exemple, qui n'impliquait pas, de la même façon que la gymnastique masculine implique de muscler énormément et de gainer beaucoup le haut du corps, avec un développement de bras. Vous pensez par exemple aux anneaux, tu vois, où le mec il se tient comme ça sur les anneaux, il fait des trucs, et genre c'est beaucoup un gainage du haut du corps qui développe des muscles, des épaules, des bras, etc. Et bien on encourageait dans le sport féminin quelque chose qui ne dénature pas la forme du corps féminin. Parce qu'avec cette idée-là, que en fait, déjà l'idée d'une suprématie naturelle des hommes dans le sport, que les hommes sont plus forts et que du coup ils seront meilleurs en sport, donc c'est pour ça qu'il faut des ligues féminines. Je rappelle que beaucoup de ligues féminines ont été créées parce que des femmes ont commencé à battre des hommes en compétition, et que du coup il fallait surtout pas que des femmes gagnent. Mais outre ça aussi, tu avais beaucoup de conservateurs qui étaient en mode, si les femmes font du sport, ça va déformer leur corps, et du coup elles ne seront plus des vraies femmes, parce qu'elles ne seront plus belles, douces, délicates, discrètes et mignonnes. Et donc en fait les tests de féminité ont un historique là-dessus, où très très vite ça a créé un soupçon que des hommes se fassent passer pour des femmes pour gagner plus facilement chez les femmes, puisque en fait il y avait déjà des critères artificiellement plus bas pour les femmes. Ça avait beaucoup culminé notamment pendant la guerre froide, où alors pas que, bon, déjà simplement les gens voyaient les athlètes femmes, ils voyaient que de par leur activité athlétique, elles avaient des corps qui étaient développés et musclés, donc associés à la masculinité, et du coup très vite on a commencé à accuser ces femmes d'être des fausses femmes, non pas tant qu'on les accusait vraiment d'être des hommes, mais c'était surtout une façon pour les conservateurs de réaffirmer que les femmes n'avaient pas leur place dans le sport. Il y avait un petit peu cette partie-là, notamment pour tout ce qui est l'athlétisme, la course, etc. etc. Et ensuite, tu avais eu, pendant la guerre froide, les pays occidentaux qui ont commencé à accuser les pays soviétiques d'envoyer des hommes, parce qu'ils trouvaient que les femmes soviétiques qui faisaient du sport, elles étaient beaucoup trop viriles, beaucoup trop masculines, et que du coup ils ont soupçonné, alors déjà bon, les soupçons de dopage, des trucs comme ça, etc., mais aussi soupçonné que les soviétiques envoient des hommes pour gagner plus facilement, et pour en faire du coup une tribune de soft power au travers du sport. Et donc du coup pour montrer la puissance soviétique et pour gagner la guerre froide du côté sportif, en envoyant des gens qui étaient de toutes les façons des hommes, donc qui ne pouvaient que de toute façon que gagner. Et donc au fur et à mesure du coup de ces soupçons, de ces paniques genrées autour du sport féminin, il y a eu le développement de tests de féminité qui n'ont pas attendu les paniques anti-trans contemporaines pour être mis en place, hein. Mais donc voilà, le discours autour des tests de féminité dans les 20 dernières années qui se sont écoulées se sont plus concentrés sur beaucoup des athlètes intersexes, donc encore une fois surtout des femmes, beaucoup des femmes noires, qu'elles concourent pour les États-Unis comme Serena Williams, ou qu'elles soient africaines comme Caster Semenya qui est donc une athlète sud-africaine, en pareil les soupçonnant de ne pas être de
de vraies femmes et que leur performance sportive était liée à de la testostérone qu'elles avaient, était liée à leur stature intersexe, et donc qu'il fallait soit supprimer leurs hormones et toujours les mettre en surveillance parce que leur corps n'était pas considéré comme un bon corps féminin et donc comme un corps permettant de faire un sport en tant que femme. On est arrivé aujourd'hui où donc tu as ce truc-là sur les tests de féminité qui existent depuis longtemps, cette tension genrée autour du sport féminin, avec le sport féminin que les conservateurs traditionnellement n'aiment pas, puisqu'en fait il sort les femmes de la figure traditionnelle de la féminité qui doit être désempouvoirée finalement, et où le muscle qui est associé à la virilité ne doit pas être associé aux femmes. Et c'est par les paniques anti-trans dans le sport que la panique morale anti-trans plus générale c'est énormément mainstreamisé. Et aujourd'hui, les paniques morales anti-trans menées notamment par les États-Unis, mais pas que, ont atteint un poids quasiment de non-retour, ce qui fait que beaucoup d'athlètes ont définitivement banni. Avant les personnes trans ou même les personnes intersexes, il y avait une espèce de flou juridique. Chaque fédération gérait comme elle le sentait, en fonction des précédents, en fonction des relations diplomatiques avec le club dont venait l'athlète en question souvent. Et il n'y avait pas vraiment de règles générales. À partir du moment où Trump, et avec les États-Unis, a initié une interdiction tout court aux personnes trans de pratiquer le sport, ça a fait que beaucoup de fédérations se sont alignées sur les règles états-uniennes et ont décidé à leur tour dans la foulée de bannir les personnes trans de leur pratique sportive dans leur fédération professionnelle ou amateur. Donc il y a eu un effet assez massif d'interdiction d'accès au sport des personnes trans qui en réalité a renforcé la pression sur les femmes cisgenres, parce que du coup les femmes ont toujours le droit de faire du sport, mais elles doivent composer avec le fait d'être sans cesse soupçonnées d'être des hommes, soupçonnées d'être trans, puisque maintenant il y a une interdiction claire pour les personnes trans, et avec des tests de féminité qui deviennent de plus en plus invasifs. Donc on va regarder cette vidéo de Brut qui en parle et qui résume le truc, et comme d'habitude je vais ajouter mon petit grain de sel à chaque sujet. Men playing in women's sports. Voilà, avec le principe de men playing in women's sport, donc des hommes qui concourent dans les sports de femmes, encore une fois. Bon, je vous ferai le tunnel sur la transidentité, sur l'impact des hormones, sur tout ça, etc. Mais encore une fois, quelque chose qui vise encore une fois à réduire l'accès au sport des femmes, en règle générale, qu'elles soient trans ou cis. Do you believe we have an argument over that? Iman Khelif, médaillé d'or olympique, accusé par Trump de ne pas être une femme. Caster Semenya, médaillé d'or. Alors accusé par Trump, à la base accusé par sa compétitrice italienne, qui avait le seum d'avoir perdu. Bref, je reviens pas sur l'affaire Iman Khelif, j'en avais parlé à l'époque. Il y a un best-of qui est disponible sur ma chaîne à ce sujet-là. Caster Semenya, médaillé d'or olympique, accusé par les instances sportives de ne pas être une femme. In men, you don't categorize anything. You don't say this man has got the high testosterone or the masculine. Oui, on va pas calculer le taux d'œstrogène des hommes pour savoir s'ils ont le droit de faire du sport, quoi. Et la vérité, Caster Semenya, bon, il y a aussi une part de lesbophobie dans la façon dont elle avait été traitée aussi. Mais bref. Le comité international olympique, lui, vient de trancher. Au prochain jeu, Los Angeles 2028, toutes les athlètes féminines devront se soumettre à des tests génétiques. Toutes les athlètes femmes. Encore une fois, très intéressant. Il n'y a que sur les femmes qu'on fait peser ce poids. Et spoiler alert, c'est elles qui doivent payer les tests. C'est pas les FED qui payent les tests, bien évidemment. Mais ça, on va en parler après. It doesn't tell you anything about how strong someone is. It's like checking someone's birth certificate to decide if they En plus, oui, là récemment, il y avait une levée de bouclier d'athlètes qui était en mode, non mais attendez, non seulement vous m'imposez des tests de féminité hyper humiliants, mais en plus c'est moi qui dois le payer, genre même par principe, tu vois, genre en mode, mais vous êtes vraiment des connards, quoi, bref. 1936, Ah Berlin. Hélène Stephens, coureuse américaine, franchit la ligne d'arrivée du 100 mètres juste devant sa rivale polonaise et décroche la médaille d'or. Mais elle a à peine le temps de célébrer sa victoire que son triomphe bascule vers le scandale. Les médias polonais l'accusent d'être en fait un homme qui se serait fait passer pour femme. Et encore une fois, pourquoi ? Parce qu'elle est pas jolie, délicate, féminine, toute maquillée, quoi. C'est encore une fois, c'est la haine à l'origine, c'est la haine du sport féminin en règle générale. C'est la hantise du fait que des femmes osent développer leur corps, osent sortir justement des carcans de féminité, carcans de féminité qui sont caractérisés par l'impuissance, par une faible masse musculaire, par les mains bien propres, ne rien faire de ses mains, être assisté, etc. La beauté comme, souvent même on parle des normes de genre dans la mode, comme une glorification chez les femmes de l'impuissance. Les talons qui empêchent de courir et qui contraignent énormément les mouvements. Même parfois les jupes extrêmement courtes, même les jupes en règle générale qui contraignent aussi les mouvements, qui font que tu peux pas faire absolument ce que tu veux, tu peux pas être à cheval sans être absolument de côté de traviole, etc. Enfin bref, donc il y a un truc où les normes de genre féminin sont liées au maintien des femmes dans un statut d'impuissance, et donc le sport qui est complètement à l'inverse de ça crée que quand les gens voient une athlète femme, ils y voient avant tout une femme qui est sortie de son rôle et donc qui ne s'est pas pliée à ce qu'on attendait d'elle, et donc une mauvaise femme, une femme déchue.
Voilà. Et la disponibilité au côté des hommes, bien sûr, bien sûr. Tu vois, les femmes prolo, par exemple, ça ressemble pas aux stéréotypes. Oui, c'est ça. Ah oui. Le comité olympique procède à une inspection des organes génitaux de Stephens. Oui, parce que oui, les premiers tests de féminité, c'est on te fout à poil et on regarde à quoi ressemble ta chatte. Donc elle a des organes génitaux externes féminins. L'indicateur clé, je pense, était la performance. C'était toujours... Et c'est ça. Et c'était douteux qu'une femme soit athlétique, qu'elle ressemble à une femme mais pas à une gravure de mode. Et enfin voilà, tu vois, c'est vraiment la détestation de tout signe de masculinité chez une femme. Enfin bref, voilà. Les femmes performantes qui ont mis en question la binarité qui était primordiale pour ces dirigeants sportifs. Quand les Jeux Olympiques reviennent dans leur forme moderne en 1896, l'inclusion de sportives féminines n'est même pas une question. Il faut attendre 1900 pour les premières épreuves auxquelles les femmes peuvent concourir. Mais certains sports, comme l'athlétisme, restent des sujets tabous jusqu'à la fin des années 1920. Tout signe qu'elle pourrait surpasser un homme. Bah c'est ça. C'est que voir une femme athlète qui a des performances sportives élevées crée une paranoïa chez les hommes qu'elle puisse un jour les remplacer. Et en fait, ça c'est un truc, parce que c'est un truc que j'ai souvent, le genre masculin est défini dans la paranoïa, est défini par la paranoïa. La paranoïa du dominant, et de voir sa domination remise en question. Et donc, bien sûr, et beaucoup, encore une fois, hein, beaucoup d'exclusions historiques de sportives et de création de ligues de sport féminin sont souvent arrivées parce que dans leur catégorie, une femme avait battu un homme, ou alors était arrivée deuxième, et du coup avait montré que les femmes pouvaient être à égalité. Alors bon, aujourd'hui, tu vas avoir des experts sport qui disent oui, mais c'est parce que aussi, en vrai, aujourd'hui, on a atteint les limites du corps et on sait qu'une femme pourrait pas compétir avec un homme, ou alors c'est statistiquement tellement faible que pour que les femmes puissent faire du sport, faut pas les garder sur ce standard-là, etc. Oui, mais bon, à l'origine, c'était la terreur de voir que des femmes qui se mettent au sport remettent en question la domination absolue des hommes, notamment, qui était basée sur le physique, parce qu'encore une fois, la naturalisation de la domination masculine, et beaucoup se fait encore aujourd'hui, et a longtemps été faite, enfin, a historiquement été faite sur le physique et sur la présupposition que le corps naturellement plus fort des hommes les prédispose au fait de diriger politiquement aussi, quoi. Donc la tech, les femmes d'un côté, les hommes de l'autre, parce que les femmes sont pas au niveau, c'est du bullshit. C'est du bullshit, disons que ça ne se base pas sur une observation empirique des performances sportives, tout simplement parce que on ne va pas entraîner les femmes de la même façon non plus. C'est un truc qu'on dit beaucoup sur l'inégalité entre les femmes et les hommes dans le sport. C'est la thune avant tout, parce que les gens regardent beaucoup plus le sport masculin, donc il y a beaucoup plus d'argent dans le sport masculin, donc l'accès aux infrastructures pour s'entraîner, etc., sont différents. Donc déjà, l'argent crée une distinction genrée qui fait que l'accès aux équipements, qui fait que les femmes peuvent pas aussi bien s'entraîner, ne pas se consacrer entièrement à leur carrière sportive, parce que du coup, elles gagnent moins d'argent dans les compétitions et donc elles sont obligées de travailler à côté, par exemple. Donc bon, ça c'est déjà une première inégalité qui fait que on n'a pas observé encore des conditions où femmes et hommes étant, entraînés à égalité, et on regarde ce que ça donne, tu vois. On n'a jamais encore fait ça. De la même façon, comme je vous expliquais sur la gymnastique féminine, c'est un sport différent de la gymnastique masculine. On ne va pas demander aux femmes de faire des anneaux et donc de développer les muscles. On va leur demander de faire de la poutre. On va demander plutôt aux femmes de développer l'équilibre et la souplesse, et aux hommes plus la puissance et le gainage. Donc là-dessus, alors je dis pas qu'il n'y a pas de puissance et de gainage dans la gymnastique féminine, mais du coup, c'est deux sports différents. Donc on a créé une case différente avec des attentes différentes et donc des façons de s'entraîner différentes qu'on présupposait mieux adaptées au sport féminin. Encore une fois, ce n'est que de la présupposition. Donc en fait, j'ai pas envie de dire que si on entraînait les femmes et les hommes de la même façon, ils seraient au même niveau, mais je vais pas non plus dire qu'ils ne seraient pas au même niveau. En fait, tout simplement, c'est qu'on n'en sait rien, parce qu'on n'a jamais essayé, parce qu'on n'a jamais voulu essayer, et parce que aussi, je pense qu'on a eu peur d'essayer. Il y a aussi l'argument aux échecs, par exemple, on laisse les compétitions féminines parce qu'on sait qu'une compétition mixte invisibiliserait les femmes, à savoir si l'argument est de bonne foi ou non. Oui, tu vois, typiquement, très bon exemple, les échecs, on en parlait l'autre jour pour les fléchettes. Les échecs, on interdit, on fait une ligue féminine parce qu'en fait, les échecs, c'est un milieu assez machiste, et en fait, ça pourrait invisibiliser les femmes, il pourrait y avoir de l'autocensure, etc. Et du coup, au lieu de travailler au machisme ambiant dans le monde des échecs, au lieu de taper sur les hommes qui invisibilisent les femmes et qui les maltraitent, on va faire avec, on va maintenir des échecs masculins et leur milieu machiste, et on va mettre une place pour les femmes à côté, comme ça les hommes ne seront jamais remis en question de leur machisme non plus. Ce qui est intéressant avec cet exemple, c'est que ça montre que le genre est une construction totale, c'est un bon révélateur, les tests évoluent tout le temps en mode bullshit, les hommes sont pas testés et c'est absurde par rapport à la vie réelle de ces sportifs. Bah oui, de fond. Mais, et encore une fois, hein, moi ça me dérangerait pas d'admettre que si on testait à échelle égale, à sport égal, à entraînement égal, et qu'on voyait que physiquement les femmes ont vraiment une limite dans leur performance, très bien, why not? Mais le fait
fait est que ce n'a pas été la trajectoire historique des fédérations sportives. La trajectoire historique des fédérations sportives, ça a été, par précaution, d'en éloigner les femmes. Et de ne pas leur donner les moyens de s'entraîner à égalité avec les hommes. Parce que même, pour moi, c'est un argument aussi en faveur du sport féminin. C'est-à-dire que ça veut dire que le sport féminin est maintenu artificiellement dans un état de performance moindre. Ce qui est dommage pour le sport féminin. Parce que si on aime le sport pour la performance, etc., ça fait naturellement que si le sport féminin, il y a des performances moindres, du coup, on va peut-être moins s'y intéresser. Mais aussi parce qu'on ne laisse pas la possibilité aux femmes de développer davantage leur performance. Bref, je refais pas. Dès cette époque, les instances sportives optent pour des catégories séparées, une masculine et une féminine. The 11th Olympiad was to be held in Berlin, hosted by a man whom the entire globe had good reason to fear, Adolf Hitler. L'histoire la plus instrumentalisée des Jeux de 1936 reste celle de Hermann Rajen. Il a concouru en saut en hauteur dans la catégorie féminine. Après la Seconde Guerre mondiale, les médias racontent le récit d'un homme déguisé en femme qui aurait été envoyé par les nazis dans le but de tricher. Un narratif qui plus tard s'est avéré être faux. Hermann Rajen était en fait intersexe, il l'a découvert à la puberté et a vécu dans la peur et la honte les années suivantes. Alors, une personne intersexe est un individu né avec des caractéristiques sexuelles telles que l'anatomie sexuelle, les organes reproducteurs, le fonctionnement hormonal ou le modèle chromosomique qui ne correspondent pas aux définitions classiques de la masculinité ou de la féminité. Les experts estiment que jusqu'à 1,7% de la population naît avec des caractéristiques intersexuelles. Et ça, tu vois, je trouve que la question intersexe, c'est un bon exemple. Il y a toujours un peu le truc que je dis, un peu en mode whataboutism, tu vois. Mais qu'est-ce qu'on fait de Michael Phelps ? Pourquoi est-ce que les critères d'injustice dans le sport sont uniquement sur les caractéristiques sexuelles ? Donc en fait, parce qu'il y a le mythe de la testostérone en fait qui est derrière tout ça. C'est juste le mythe de la testostérone en fait. Pourquoi uniquement sur les caractéristiques sexuelles et pas la capacité pulmonaire ? Genre Michael Phelps, c'est un monstre. Mais il est célébré pour son corps hors norme. Oui, la génétique. Donc pourquoi est-ce que la génétique hors norme, entre guillemets, des athlètes intersexes ne pourrait pas être glorifiée aussi ? Et se dire, quand même, voilà, elle domine, ça, voilà. C'est un peu flou, le SOPK serait l'intersexualité. Oui, alors ça dépend des gens à qui tu vas parler, mais ça fait partie en effet des variations intersexes. Ouais. Il y a le poids et l'âge, ça dépend des sports. Il y a des sports où les catégories de poids, genre la boxe par exemple, c'est beaucoup des catégories de poids. Il y a des sports où la catégorie de poids va être importante. Il y a des sports où c'est juste une catégorie sexuelle, comme ou le judo ou quoi. Il y a des sports où c'est juste la catégorie sexuelle qui va déterminer, comme le patinage artistique ou la gymnastique. Enfin voilà, t'as beaucoup de trucs. Voilà quoi. En 1930, les nazis eux-mêmes s'emparent du sujet, notamment avec Karl Ritter von Alt, membre du Comité international olympique et affilié au parti nazi, qui va suggérer à la Fédération internationale d'athlétisme d'instaurer une nouvelle politique qui exigerait que toutes les athlètes féminines prouvent leur sexe. En escalade, les femmes et les hommes grimpent à peu près à même niveau. Oui, c'est ça. Par exemple, très bon exemple l'escalade, où on a un exemple où même il y a même des soupçons comme quoi les femmes auraient un avantage sur les hommes en raison de la souplesse, caractéristique de souplesse qu'elles ont davantage à certaines jointures. Du coup, il y a des soupçons comme quoi en réalité, à entraînement égal, les femmes pourraient dépasser les hommes en escalade, par exemple. Et tu vois, escalade, très bon exemple, où là, on a une parité sexuelle au niveau des performances. Bref, mais du coup, voilà, donc c'est intéressant que ça ait commencé beaucoup sur le surveillance des athlètes féminines et sur les premiers cas aussi d'athlètes intersexes. Mais c'est aussi une période, je ne fais pas l'histoire de Magnus Hirschfeld, où on commence aussi à découvrir le fonctionnement des hormones dans le corps. On n'a pas encore totalement identifié ce que sont entièrement les hormones, mais on commence à observer la dimorphie sexuelle un petit peu plus précisément, à la fois pour des raisons eugénistes ou pour des raisons de libération, comme ça pouvait l'être pour les mouvements de libération de la sexualité homosexuelle, lesbienne, etc. Et donc, c'est aussi une période où on commence de plus en plus à scruter le corps et à le catégoriser biologiquement, génétiquement, etc. Après la Seconde Guerre mondiale, lors des Jeux Olympiques de Londres, une étape est franchie. Pour la première fois, les femmes doivent présenter un certificat médical attestant de leur sexe pour participer. Pendant la guerre froide qui oppose le bloc de l'Ouest mené par les États-Unis et le bloc de l'Est avec l'URSS, les craintes de tricherie atteignent un paroxysme. Des médias américains surnomment par exemple les sœurs ukrainiennes Irina et Tamara Press, qui représentent l'URSS, les frères Press. Et ils les accusent de falsifier leur certificat. Voilà. Et c'est ça, c'est que il y a des vérifications de sexe, il y a des femmes qui ne correspondent pas à l'idéal ultra féminin, etc. Elles ont l'air trop viriles pour eux. Sous-entendu, pas baisables. À votre avis, pourquoi les meufs qui font du volley, elles sont obligées d'être en petite tenue ? Genre, à votre avis, pourquoi dans le tennis, les meufs sont obligées d'être en mini-jupe ? Enfin, bref. Donc, globalement aussi, c'est que le sport féminin, ça sert juste à observer des femmes un peu baisables, quoi. Il y a aussi ça, c'est que le regard masculin n'échappe pas. Et en plus de ça, t'as les tensions géopolitiques parce que le sport est éminemment politique. Puisque c'est une forme de projection de la puissance
du pays au travers de la puissance individuelle des athlètes. Leading to speculation that perhaps they were actually males, unverified. D'ailleurs, il faut préciser que ces certificats, même s'ils étaient exigés, ils ne sont pas pour autant un test de genre ou de sexe standardisé ou reconnu internationalement. Mais tout ça va justement basculer en 1960. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de tests standardisés qui permettent de définir les catégories sexuelles, puisque la répartition des caractéristiques sexuelles dans les êtres humains est ce qu'on appelle bimodale, c'est-à-dire que t'as plusieurs trucs qui fait que ça peut se croiser, mais globalement c'est pas un bouton femme, un bouton homme, c'est t'as plusieurs caractéristiques qui, mises ensemble, statistiquement, correspondent à ce qu'on appelle des femmes. Mais en fait, t'as beaucoup de variations entre les deux et t'as tout un continuum, exactement. Il y avait une équipe de meufs qui avait protesté, elle était venue en short. Ouais, exactement. C'était au dernier JO, je crois. La Fédération internationale d'athlétisme décide de soumettre les athlètes féminines à un examen visuel des organes génitaux et des caractéristiques sexuelles. Donc littéralement, les fois à poil, on regarde leur chatte. Alors, bon, la chatte est normale, mais les seins, ils sont un peu petits. On sait pas trop, hein. C'est l'humiliation, hein. C'est aussi une façon d'humilier les femmes de participer au sport, hein. C'est aussi une façon de les punir, de vouloir oser avoir des performances athlétiques. Et voici comment Maren Sidler, lanceuse de poids américaine, raconte ses examens. Ils nous ont alignés à l'extérieur d'une pièce où 3 médecins étaient assis derrière des bureaux. Fallait entrer, remonter son t-shirt et baisser son pantalon. Ensuite, ils se contentaient de regarder pendant qu'on attendait qu'ils se concertent pour décider si on était apte. Je me souviens d'une sprinteuse, une petite fille toute maigre, qui est sortie en secouant la tête et en disant « Bon, j'ai échoué, je n'avais pas cette poitrine. » Et voilà. T'as des petits seins, t'es pas une femme. Donc encore une fois, t'es pas baisable, t'es pas une femme. Non, c'est une folie, hein. C'est une folie. Mais c'est ce sexisme ambiant dans le sport qui fait que les femmes sont beaucoup plus sujettes aussi à des agressions dans le sport. C'est que si dans le monde du sport professionnel, on considère que c'est normal de foutre une femme à poil et de juger en fonction de la taille de sa poitrine si elle a le droit de participer ou pas, qu'est-ce qui empêche en parallèle de la violer, quoi? Genre, si une femme est déshabillable, observable, objectivable à merci, dans ce cas, elle est parfaitement violable. Ils disent que je ne peux pas courir et que je dois rentrer chez moi parce que je ne suis pas assez costaud. Au jeu du Oui, on peut enlever sport de ma phrase. Là, je parle du sport spécifiquement parce que c'est le sujet de la vidéo, mais en règle générale, oui. C'est ce qui crée en fait la situation où le corps des femmes est considéré comme à disposition et comme... Commonwealth, en 1966, des athlètes féminines doivent même subir un examen gynécologique de palpation. De plus en plus d'athlètes dénoncent ces procédures comme invasives et injustes. Palpation, carrément. Hein. Et parce que quand même, parce qu'elle peut avoir des organes génitaux externes qui ont l'air féminins, mais en réalité une variation Alors du coup, il faut bien voir si elle a un vagin profond, quoi, parce que sinon, si le vagin est un peu refermé, ça peut indiquer que c'est pas une vraie femme. Faut bien voir s'il y a bien un trou, quoi. Palpation, c'est les seins. Ils disent examen gynécologique de palpation. Moi, est-ce que tu fais confiance aux médecins hommes de pas foutre leurs mains au panier, quoi? Oui, les clitos un peu trop grands, les ouvertures vaginales pas tout à fait... Voilà, quoi. Notre but, à nous, est d'essayer à tout moment d'éviter ce qu'on appelle une tricherie, entre guillemets, et surtout de faire en sorte que l'ensemble des personnes qui concourent dans une catégorie partent sur le même chance. Nous sommes cette fois en 1967. La Coupe d'Europe d'athlétisme doit bientôt débuter à Kiev. L'année précédente, Eva Klobukowska, sprinteuse polonaise, a remporté la médaille d'or sur le 100 mètres et le 4x100 mètres au championnat d'Europe. Jusqu'ici, les examens visuels l'avaient autorisée à participer en catégorie féminine. Mais cette année, rien ne va se passer comme prévu. En fait, la sprinteuse doit se soumettre à un tout nouveau test, un dépistage génétique obligatoire pour toutes les athlètes. Génétique. Et donc c'est là qu'on arrive avec les tests génétiques où on est en mode elle a une chatte et des seins, mais on a quand même un doute parce que c'est pas normal qu'elle court aussi vite. Du coup, on va regarder ses gènes. Voilà. En fait, ce qui est fascinant, c'est que, encore une fois, l'histoire des tests de féminité et de la méfiance envers les femmes trans découle entièrement de l'histoire de la misogynie du sport, quoi. De l'histoire du truc que rappelle que pour eux, c'est quand même bizarre qu'une femme court aussi vite. Point barre. Le test, il est jugé négatif et il est écarté de la compétition. Après la Fédération d'athlétisme, c'est le CIO qui adopte également ces tests génétiques dès 1968 pour les Jeux Olympiques d'hiver à Grenoble et ceux d'été à Mexico. Contrairement aux examens physiques, ces nouveaux tests s'intéressent aux chromosomes. Vous vous souvenez des cours de SVT? Dans nos cellules, on trouve donc nos chromosomes. Ils vont le plus souvent par paire et renferment notre ADN.
Le nouveau Ce qui est d'autant plus stupide parce que tu peux très bien avoir des chromosomes XY, mais un développement hormonal, ça fait partie des variations intersexes, hein, mais avoir un développement hormonal, physique, corporel, etc., qui soit entièrement féminin. Tu peux très bien être XY et avoir une insensibilité totale aux androgènes, et du coup, par aromatase, la testostérone que tu produis naturellement se transforme en œstrogène, et du coup, tu as un corps féminin, t'as des seins, t'as tous les trucs que font l'œstrogène dans ton corps, quoi. Et du coup, au niveau des performances, au niveau de la capacité d'action, etc., au niveau du développement de ton corps, t'as un corps qui se développe de façon femelle, féminin, quoi. Bref. Donc les tests ADN, c'est tellement pire parce que en plus tu peux avoir des variations chromosomiques qui ne présagent rien de la façon dont ton corps fonctionne. Le test s'appuie notamment sur les découvertes de ce biologiste canadien Murray Barr. It was as you say, a Barr body test. Specifically, it tested for the presence of 2 X chromosomes, which normally you would find only in females. Surtout que les chromosomes sexuels ont souvent des trisomies, monosomies, voire quadrisomies. Bah oui, mais globalement les chromosomes, c'est un bordel, quoi. Ça fait que changer, ça fait que bouger. Résumé, on prélève des cellules dans la bouche et on recherche la présence. Tu peux aussi faire une analyse du point de vue du pouvoir médical aussi, à quel point on peut accepter ce genre de choses parce que c'est normalisé dans les examens gynéco, etc. Oui, c'est ça. C'est que c'est déjà ce que les médecins se permettent déjà d'imposer aux femmes. Et du coup, c'est ce continuum-là qu'on retrouve dans le sport, bien sûr. Ou non d'une sorte de masse condensée qu'on appelle la chromatine sexuelle ou corpuscule de Barr. Cette masse indique la présence des chromosomes XX. T'imagines quand même, hein. Parce que à chaque fois on pense test de chromosomes, tu vois les trucs de SVT avec les chromosomes bien alignés, etc. Non, ils ont une tache floue et il y a un truc un peu plus blanc, c'est tout. Genre c'est vraiment, waouh, c'est précis votre test, hein. C'est fiable, hein. Je vous fais grave confiance là-dessus. C'est waouh. Ah, la tache floue, il y a un petit truc blanc. Ouais, c'est une femme. Et à l'époque, les instances sportives considèrent que si on trouve cette trace de chromosome XX, alors l'athlète est bien de sexe féminin et peut donc concourir dans la catégorie dédiée. A l'inverse, si on ne trouve pas cette trace, la personne a des chromosomes XY. C'est donc un athlète de sexe masculin qui doit être écarté. Bon. Bah du coup non, parce que tu peux très bien avoir des chromosomes XY mais être de sexe féminin. Tout simplement, voilà, parce que le corps ne fonctionne pas, le corps c'est pas juste input-output en fait, genre il y a plein de variations possibles, genre c'est compliqué globalement. Bon, comme ça peut paraître simple et efficace. Mais... Non, c'est ni simple ni efficace, c'est très hasardeux et je vois très très bien comment il peut y avoir des faux positifs, des faux négatifs, comment ça peut très bien amener à catégoriser de mal des gens dont le reste du développement du corps est parti. Bref. Et ce test va vite faire face à d'importantes critiques. Ça, c'est une lettre de 1988. Elle est écrite par Maria José Martínez Patino, une athlète espagnole. Elle a alors 24 ans et elle vient d'être interdite de participer à la catégorie féminine lors d'une compétition internationale. À mon retour en Espagne, un médecin l'a révélé à un journaliste. Résultat, tout le monde était au courant. Ma fédération m'a exclue de la résidence sportive où je vivais. J'ai quitté l'université et j'ai dû travailler faute de moyens. J'ai perdu mes amis et mon petit ami m'a quitté quand l'affaire a éclaté. Bah oui, parce que c'est aussi une occasion de traîner dans la boue des femmes et d'humilier publiquement des femmes, bien sûr. Parce que le frisson de découvrir qu'une femme est en réalité un homme, c'est aussi le frisson de donner l'autorisation de l'humilier publiquement et de lui détruire la vie, bien sûr. Albert de la Chapelle, généticien renommé de l'époque, lui répond. Votre cas, ainsi que ceux de tant d'autres, illustrent tragiquement l'inadéquation du test de dépistage de la chromatine sexuelle. There were unexpected findings with some people. No one Non, c'était pas inattendu, non. Non, ça faisait depuis les années 50 que vous aviez des protocoles pour stériliser les personnes intersexes et les mutiler. C'était pas inconnu. Vous saviez que les personnes intersexes existaient. Vous aviez juste envie de les humilier publiquement, c'est tout. Enfin, en fait, ils vont pas faire croire qu'ils ont découvert l'intersexuation avec les protocoles sportifs, en fait. Arrêtez. Il y avait déjà des médecins qui étaient acharnés à mutiler des gamins pour ça. Vous saviez que ça existait. Suspected least of all the athletes themselves that in fact they didn't have 2 X chromosomes and by that test they were therefore classified as male. Par exemple, Maria José Martínez Patino et d'autres athlètes mises de côté sont en fait des femmes intersexes qui peuvent avoir des variations X0, XY et même des mosaïques combinant XXY et XX. Oui, parce que globalement les chromosomes c'est compliqué. Let's go, on parle du fait que les transphobes sont misogynes. Exactement. Mais ça ne suffit pas pour autant à prouver l'existence d'avantages physiques réels. So this small proportion of people were coming up as odd, sort of anomalous findings in that test. Les scientifiques soulignent la détresse que peut entraîner la révélation. La Fédération d'athlétisme et le CIO rejettent pendant longtemps ces critiques au nom de la nécessité de protéger les athlètes féminines. Mais parce que du coup, ça crée aussi une ligne de séparation entre les femmes et les autres. C'est-à-dire que au nom de protéger les femmes, donc en fait en définissant la catégorie de
femme comme une petite, enfin comme finalement une portion plus congrue de la catégorie de femme qui est naturellement beaucoup plus large, enfin naturellement, socialement en réalité, mais bref, vous avez capté. Bah du coup ils disent non mais c'est pour protéger les femmes, sous-entendu celles-là on les définit pas comme des femmes, donc il suffit de changer nos définitions de la catégorie de femmes pour dire qu'on protège les femmes quand même, alors qu'en fait bah non, on en détruit la vie de plein quoi. C'est quand même ironique quand même de comment dire, de définir arbitrairement une catégorie de femmes pour y faire rentrer dedans des personnes qu'on veut protéger, tout en disant que la catégorie de femmes et d'hommes elle est naturelle, elle est pas construite. C'est quand même assez marrant quoi. Enfin, c'est presque comme s'ils étaient en train de construire une catégorie de femmes en la prétendant naturelle et pas construite. Vraiment, je suis athlète de haut niveau en patinage et quand je vois que t'as des fédés qui se positionnent les États-Unis, ça me fait péter un câble, vraiment ce système de con, mais de fou. But it seemed to work quite well. But there was an increased awareness of disorders of sex development. C'est pas un trouble du développement sexuel, c'est pas un disorder du développement sexuel, c'est une variation naturelle en fait. C'est pas une maladie d'être intersexe, c'est pas un trouble, c'est pas un disorder ou quoi que ce soit. C'est juste, il y a des gens ils sont comme ça et vous croyez pas que les gens pouvaient être comme ça, bah la nature vous a donné tort et comme vous détestez avoir tort, bah vous dites ah non c'est eux qui sont pas normaux. Bah non c'est parfaitement normal en fait. C'est juste que vos croyances étaient flinguées au sol depuis le début parce que vous êtes misogyne. Patinage synchronisé, la seule discipline non transphobe car mix, voilà c'est nous les meilleurs, let's go, vive le patinage synchronisé. Ah mais c'est toi qui m'as envoyé la photo des championnats. Trop stylé, trop stylé. D'ailleurs, précisons que pour qualifier les personnes intersexes, certains scientifiques parlent plutôt de variation du développement sexuel, ou l'acronyme DSD en anglais. Bah non du coup, c'est pas DSD en anglais. Variation du développement sexuel, c'est pas DSD. DSD c'est disorder, c'est maladie, c'est désordre, c'est trouble. Variation, c'est variation. La controverse s'intensifie et de plus en plus de médecins et de scientifiques critiquent le test. Même Murray Barr, qui avait découvert la chromatine sexuelle à l'origine du test, juge cette utilisation inappropriée car ne suffisant pas à déterminer la nature féminine ou masculine de l'individu dans son ensemble. Comment la variation devient un trouble? Bah par la normativité. À partir du moment où tu décrètes une norme arbitraire, bah toute variation devient une maladie. Comme pour les homosexuels. Très récent livre inédit de Foucault sur les hermaphrodites intéressant sur la normalisation sexuelle médicale à la binarité imposée. Oui, il est ressorti. Est-ce que je l'ai ici? Je me l'étais acheté, je l'avais offert à vous faites et je me l'étais acheté. Oui, il est là. Bon alors bien évidemment, Foucault, bon c'est... Alors bon, les hermaphrodites, on parle pas d'hermaphrodites pour les personnes intersexes pour la simple et bonne raison que l'hermaphrodisme n'existe pas chez les mammifères et c'est un peu une façon d'animaliser les personnes intersexes, on parle pas de ça. Et bon, Foucault il disait les hermaphrodites parce que c'est aussi la figure culturelle, les hermaphrodites, etc. Mais oui, qui est ressorti aux éditions Gallimard avec une postface de Éric Fassin qui remet aussi un peu les trucs dans le contexte. Et voilà, très très cool si ça vous intéresse. Après, bon, il y a d'autres trucs beaucoup plus récents qui ont été publiés sur l'intersexuation. Mais oui, c'est vrai que Foucault... Bah après, sur le cas d'Herculine Barbin, Foucault, il a eu pas mal d'erreurs d'analyse qui ont été pointées après par les chercheurs et chercheuses et militantes intersexes. Mais ça avait été en effet un des premiers, on va dire, à penser la notion de catégorie et de normalisation à partir du cas intersexe, quoi. Hermaphrodite, c'est plus poétique et mythologique que biologique. Ah oui, non, mais totalement. Mais c'est ce qui fait que du coup, en fait, hermaphrodite, t'as une bite et une chatte, et en fait, ça sursexualise encore plus le regard sur les personnes intersexes, quoi. Ah, et là on arrive en effet à Caster Semenya. In men, you don't categorize anything. You don't say this man has got the high testosterone or the masculine. They have long legs. They have this bold physique. You just say this athlete, this phenomenal. It's the greatest, we have ever seen in the world. But then come a female. Août 2000. Oui, en fait, j'ai l'impression que dans le sport masculin, on a moins peur de voir un homme dominer sa catégorie pendant plusieurs années. Si une femme domine sa catégorie pendant plusieurs années, ça devient tout de suite un peu suspect, quoi. Est-ce qu'elle est pas un petit peu un homme, quoi. Normalement, mais enfin, de toute façon, elle a tout dit, Caster Semenya, là-dessus. Berlin, Allemagne. Caster Semenya, athlète sud-africaine de 18 ans, encore inconnue, remporte la médaille d'or sur 800 mètres. Signant Noire, butch, important aussi de souligner ça. Parce que pourquoi il y a eu une scrutation sur elle? Déjà parce que bon, on sait que le corps des femmes noires dans le regard colonial est toujours surmasculinisé et associé à de la masculinité, etc. On sait aussi que, oui, lesbienne, donc la lesbophobie qui va là-dedans, qui rentre en jeu là-dedans aussi, et aussi le fait que, et ça c'est un truc qu'on sait assez peu, mais que les normes hormonales qui sont, définies comme les normes du corps féminin et du corps masculin sont des normes qui ont été posées principalement dans les pays européens et nord-américains. Donc sur des populations généralement blanches. Et du coup, on observe souvent que la répartition hormonale, notamment des hormones sexuelles, n'est pas universelle. Dans le sens où, en gros, pour la faire courte, les personnes africaines vont avoir une répartition hormonale avec une plus grosse production, par exemple, de testostérone. Et en fait, du coup, ces normes hormonales qui ont été définies sur des corps blancs ne sont que géographiques
et en fait ne sont pas universelles. Et en appliquant cette norme universelle aux femmes noires, on va aussi davantage les viriliser et les masculiniser et les faire passer pour plus anormales qu'elles ne sont. C'est ça, c'est exactement. C'est racialement, socialement, géographiquement situé. Et du coup, voilà, avec Caster Semenya, il y a eu avant tout un regard, une scrutation qui a été posée sur elle en raison de ce corps-là, en raison du fait qu'elle est lesbienne, qu'elle est butch et du fait qu'elle est noire, africaine, bien sûr. La même chose dans le foot chez les jeunes où beaucoup de gens se mettent à penser que les athlètes africains sont plus vieux alors que c'est juste qu'ils ont grandi plus vite. Oui aussi. Et on le voit aussi chez les mineurs isolés sur les tests osseux. Où les tests osseux ont montré que en pensant, en faisant un scan de la main, les médecins faisaient croire qu'ils pouvaient définir si quelqu'un était majeur ou mineur. Et du coup, en le faisant sur des hommes africains qui sont bel et bien mineurs, où on avait la preuve qu'ils étaient mineurs, etc., les tests osseux sont ressortis comme eux étant majeurs, simplement parce que leur développement osseux n'était pas le même. Parmi ses concurrentes, il y a Madeleine Pape qui court alors pour l'Australie. Mais pourquoi... attends. Et je finis aussi, c'est pourquoi aussi est-ce que ça crée de la crispation? C'est qu'à partir du moment où on a décrété que la virilité était associée à la testostérone et que la virilité était associée à la puissance et au mérite de diriger, c'est ce qu'on a observé dans la question du genre, c'est que les hommes justifient le fait qu'ils dominent et qu'ils dirigent naturellement politiquement parce qu'ils sont plus puissants et physiquement puissants, ils ont de la testostérone, contrairement aux femmes, enfin plus que les femmes, parce que les femmes aussi produisent de la testostérone, ça, by the way, il va falloir... Bref. Et bien dans ce cas, l'homme blanc maintenant regarde l'homme noir et il se dit ah mince, qu'est-ce que je fais si on peut prouver qu'il est physiquement, que selon les critères que j'ai établis du point de vue du genre blanc, qu'est-ce qui se passe si ces critères font émerger un mérite de l'homme africain à dominer sur moi? Parce que by the way, ces critères c'est de la merde, hein. Genre il y a aucun critère corporel naturel qui fait que quelqu'un mérite plus d'avoir du pouvoir politique ou quoi que ce soit. Mais du coup forcément, pourquoi ça pose problème, c'est que à partir du moment où on se met à accepter qu'il y a des variations corporelles, hormonales, qui sont géographiques, qui sont liées au phénotype, à l'origine géographique, etc., etc., du coup, l'homme blanc est obligé d'accepter, selon les propres règles qu'il a mis en place contre la femme blanche, qu'il a vocation à être dominé par l'homme noir. Et du coup, ça crée un nœud colonial, et d'où d'où la fixation des hommes blancs sur la virilité des hommes noirs, sur la taille de la bite, sur les trucs comme ça. C'est qu'il y a une fascination et un dégoût et une hantise que les critères biologiques qui ont été définis par l'homme blanc soient utilisés en faveur de l'homme noir. Toujours une blanche qui perd contre une nord-africaine ou une noire qui, pour casser les couilles, c'est une dinguerie dans les compètes de meufs. Ah mais bien sûr. Ça, bien sûr. Le surinvestissement capitalistique et étatique du sport accroît dramatiquement cet essentialisme institutionnalisé, beaucoup d'enjeux, beaucoup de contrôle. Exactement. Il faut montrer que les pays du Nord continuent de dominer les pays du Sud, et donc et le sport est un outlet pour faire ça, et du coup voilà, bien sûr. Bon, je pense souvent en fait à cette expérience en 2009. C'était vraiment très facile de suivre les avis des gens autour de moi qui étaient très clairement contre la participation de cette jeune femme. Ses résultats ainsi que son apparence suscitent des soupçons qui vont se concrétiser en tests de vérification de sexe par un groupe d'experts imposé par la Fédération internationale d'athlétisme. Ce groupe révèle que Caster Semenya présente une variation du développement sexuel, donc le DSD, et un taux de testostérone supérieur à la moyenne des femmes. Et c'est justement ces taux de testostérone. Et encore une fois, supérieur à la moyenne. Une moyenne existe. Une moyenne, tu la calcules en fonction de ses extrêmes aussi. Donc si c'est supérieur à la moyenne, ça reste un taux de testostérone de femme. Genre c'est... Et les moyennes de quelle femme? Et encore une fois, la moyenne de quelle femme, calculer comment, bref, tout ce que je vous ai dit encore une fois sur les variations hormonales qui changent géographiquement. Mais en plus de ça, part s'il y a une moyenne, c'est bien qu'il y a un truc supérieur. Oui, elle court aussi plus vite que la moyenne des femmes. Oui, c'est une athlète de haut niveau, oui. Et Michael Phelps, il a une capacité pulmonaire supérieure à la moyenne de tous les êtres humains. C'est un dauphin, le bordel. Caster Semenya refuse l'étiquette d'intersexuée. Elle se décrit comme une femme différente. Merci Optimus Je vois Dyke. vraiment le pouvoir des organisations sportives. Et ça, c'est aussi la difficulté, c'est que pour elle, accepter le label intersexe, parce qu'en fait, c'est pas une question de c'est pas bien, elle est intersexophobe parce qu'elle veut pas se reconnaître comme intersexe, etc. En fait, le problème, c'est que si elle reconnaît le label intersexe, elle reconnaît qu'elle doit être bannie des compétitions. Et or, tu peux être une femme et intersexe. En fait, les deux ne s'excluent pas mutuellement. Et donc, en fait, être une femme intersexe reste être une femme. Et en fait, c'est la difficulté dans laquelle ça l'a mise. C'est qu'en fait, elle est en mode, en fait, si j'admets que je suis intersexe, c'est considéré comme incompatible avec le fait d'être une femme, alors que ça l'est. Être intersexe est parfaitement compatible avec le fait d'être une femme. Et du coup, d'où l'attachement aussi à la catégorie femme, de dire non, la catégorie femme n'est pas réduite à une normativité corporelle, quoi. Elle se fait nier dans la féminité qu'elle revendique. Oui, c'est ça. Si l'on part du principe qu'on ne s'attend à aucun autre résultat que la victoire de Caster Semenya aux 800 mètres, alors ce n'est plus du sport. Mais dans combien de sports masculins, encore une fois, t'as des mecs, ils dominent leur champ depuis des années et des années, et l'émulation, le fait de se dire vas-y, le mec il est plus fort, je vais me surpasser pour le battre. Ça se trouve.
Oui, fucking Michael Phelps. Fucking Michael Phelps. Oui, le tennis. Est-ce que tu vois ça dans... Enfin, tu vois pas ça dans le sport masculin. Et je dis pas que c'est parce que les meufs sont des mauvaises perdantes. C'est aussi parce qu'il y a beaucoup d'enjeux économiques, encore une fois, autour du sport. C'est que bah oui, si tu fais moins de podiums, tu gagnes moins d'argent que des mecs qui font aussi peu de podiums que toi. Et du coup, forcément, ça remet en question ta participation, mais parce que il y a une question de thune derrière, quoi. Oui, et puis Usain Bolt, bordel, mais de fou, très bon exemple aussi, Usain Bolt. Est-ce qu'on va dire, oh là là, à cause de Usain Bolt, c'est plus un sport parce qu'il gagne tout le temps? Bah non. Mais encore une fois, ça n'existerait pas s'il n'y avait pas autant de pression économique, etc. Voilà. Et encore une fois aussi, c'est que comme il y a cette scrutation particulière sur le corps féminin et que le fait d'être sportive est considéré dans le patriarcat comme contrevenant au fait d'être une bonne femme, entre guillemets, une femme normale, entre guillemets, du coup, il y a des femmes athlètes qui vont investir énormément les catégories de la féminité, qui vont investir énormément leur féminité au sens stéréotype et traditionnel pour se distinguer et pour gagner, entre guillemets, pour tirer leur épingle du jeu dans le patriarcat. Et du coup, on va retrouver aussi beaucoup d'athlètes femmes qui vont investir ces catégories absurdes pour justement échapper elle-même au stigmate de la mauvaise femme, de la femme anormale. Donc il y a aussi, ça crée une pression sur la minorité, hein. Là je parle de minorité politique évidemment, donc ça crée une pression sur la minorité où du coup les minorités se tapent entre elles au lieu de dire mais vos critères c'est de la merde quoi. Puis au dernier JO, tout le monde, tu sais, Léon Marchand qui gagnait tout, bah oui, en même temps Léon Marchand il est français, du coup il nous rend fiers, tu vois, c'est bien quoi. En juillet 2010, surprise générale, la Fédération internationale d'athlétisme annonce que l'athlète est de nouveau autorisé à concourir, à condition de prendre un traitement pour faire baisser son taux de testostérone. Cette décision, elle l'accepte dans un premier temps. J'ai commencé à me sentir malade presque aussitôt que le médicament a fait effet. Bah oui. J'avais les muscles lourds, j'étais constamment fatiguée, j'avais mal à la tête, j'avais la tête embrumée et j'avais des nausées. Mais en fait, c'est de la torture. Parce que en fait, si ton corps il fonctionne à l'équilibre, ça c'est un truc qu'on apprend en transitionnant beaucoup, c'est que ton corps il fonctionne à l'équilibre. Par exemple, quand tu commences une transition hormonale, moi par exemple quand j'ai commencé ma transition hormonale, au début mon médecin il m'a filé une dose moyenne, une demi-ampoule toutes les 3 semaines et puis on voit ce que ça fait. Et en fait, t'as des gens qui vont avoir besoin de plus de testostérone pour que leur système endocrinien fonctionne à l'équilibre. Et t'as des gens qui ont besoin d'un plus faible taux de testostérone pour que leur système endocrinien fonctionne à l'équilibre. Tu vas pas filer à tout le monde la même dose en partant du principe que le bon équilibre, c'est ça. Tout ça pour dire que le corps de Caster Semenya fonctionnait dans un équilibre puisque c'est comme ça que son corps fonctionne, avec les taux hormonaux qui sont les siens. Et du coup, si tu lui supprimes la testostérone, ça va pas juste lui faire baisser en fait, oui, ça va faire baisser toute la façon dont son corps fonctionne et toute la façon dont son système fonctionne. Donc oui, forcément, oui, quand elle dit tête embrumée, les nausées, etc., c'est que oui, en fait, les hormones, c'est important dans le corps et du coup, si tu amputes de force une personne d'une partie de ses hormones, tu la prives d'une partie du fonctionnement naturel de son corps, quoi. C'est une forme de castration, quelque part. Oui, Alan Turing, typiquement, ça a été ça aussi, mais bref. Mais après 6 mois de traitement, mon taux de testostérone a baissé jusqu'au niveau jugé acceptable par l'IAF. Ils lui ont donné des bloqueurs sans remplacement. Ouais. En fait, c'est aussi ce qu'ils demandent beaucoup aux athlètes intersexes et aux athlètes trans, c'est qu'elles suppriment entièrement leur testostérone. C'est-à-dire qu'elles aient un taux de testostérone au niveau 0. Or, c'est pas possible. Mesdames, vous avez besoin de testostérone pour fonctionner. C'est une hormone indispensable. Les taux vont varier, etc. Mais si on vous supprime une de vos 2 hormones sexuelles, votre corps ne fonctionne plus. C'est très dangereux. Et en fait, on va tenir les femmes athlètes intersexes et trans à des standards impossibles, à des standards que même les femmes cis n'ont pas. C'est-à-dire, on va leur demander de supprimer entièrement leur testostérone, alors même que les femmes cis produisent une faible dose de testostérone dont leur corps a besoin pour fonctionner. Et du coup, bref. À cette histoire, les institutions sportives changent complètement de logique. Un nouveau critère s'impose, le taux de testostérone. Critère de merde. Parce que du coup, ça renoue avec le mythe de la testostérone comme hormone magique de la domination, quoi. La testostérone serait un indicateur objectif des différences de performance. Non. La testostérone, c'est la principale hormone mâle. Et encore une fois, le taux de testostérone, il veut rien dire. Parce que la testostérone qui circule dans votre corps n'est pas forcément entièrement absorbée par votre corps. C'est-à-dire qu'il y a la production de testostérone, voilà, ça circule, et il y a la réception de testostérone. Et donc parfois, ton corps peut être légèrement résistant à la testostérone. Donc ça veut dire qu'il va pas absorber l'entièreté de la testostérone qu'il produit lui-même. Donc ça veut dire que tu peux avoir beaucoup de testostérone qui circule dans ton corps, mais au moment d'être absorbé là où il le faut, la testostérone sera à moitié absorbée. Donc ça va te donner l'impression d'avoir un taux de testostérone immense, mais pour en réalité, une participation de la testostérone au fonctionnement de ton corps qui est beaucoup moindre à ce que le taux pourrait indiquer. Donc le taux de testostérone est un principe de merde aussi. Le taux de testostérone est un indicateur de rien du tout. Parce qu'en fait, pour comprendre le taux de testostérone, il faut aussi comprendre la sensibilité
sensibilité de ton corps à la testostérone, etc. Sérieux, ouais. Je vous parlais des variations intersexes. Il y a une variation intersexe dont je vous parlais quand je parlais des femmes qui ont un karyotype XY. Souvent, on va y associer, il y a une variation intersexe qui s'appelle l'insensibilité totale aux androgènes. Et donc, souvent, des femmes qui ont un karyotype XY et qui les trouvent très très tard parce que leur corps s'est développé de façon féminine, etc., comme s'ils avaient de l'œstrogène dans leur corps et comme si elles étaient XX. En fait, c'est souvent que leur corps étant totalement insensible aux androgènes. En gros, elles produisent de la testostérone, ils produisent des androgènes, mais leur corps est insensible totalement aux androgènes. Et donc, ce que va faire le corps, c'est que il va, ce qu'on appelle l'aromatase, il va transformer la testostérone en œstrogène. Ça, c'est un des trucs magiques avec la testostérone, c'est qu'elle se transforme en œstrogène quand soit t'en as trop, soit quand ton corps sait pas quoi en faire. Et du coup, ça va faire que tu produis de la testostérone, ton corps y est insensible, et va le transformer en œstrogène. Donc en réalité, ton corps va se développer en recevant de l'œstrogène, et donc tu auras des seins, des trucs comme ça, etc. Tu peux aussi avoir une insensibilité partielle aux androgènes. C'est-à-dire que tu vas produire des androgènes, mais ton corps va en transformer une partie en œstrogène, mais en intégrer une partie. Donc voilà, bref. Donc globalement, jamais un médecin m'a dit ça, alors que pourtant j'ai un SOPK, donc très haut taux de testo, tout ça. Bah, c'est hyper important de savoir la sensibilité aux... Surtout, si t'as un SOPK, etc., ça fait partie des trucs que ton médecin, il est censé pouvoir te dire, quoi. Parce que du coup, si, dans tes tests, tu t'en produis beaucoup, mais qu'en fait, à l'arrivée, t'as pas forcément particulièrement de masculinisation au niveau du corps, etc., bah c'est pas pareil que si tu produis beaucoup de testostérone et que tu observes une masculinisation de ton corps. Parce que ça va être quand même important, quoi. Même chez les femmes cis, le niveau d'œstrogène et de progestérone est variable entre chacun. Oui, pareil, quel taux d'œstrogène et de progestérone tu fais, ça va modifier ton corps aussi énormément, tu vois, genre c'est... Aussi au cours de la vie, notamment en cas de grossesse par exemple. Bah oui. Donc en fait, t'as tellement de trucs où il y a une fiction médicale comme quoi les hormones doivent obéir à un taux objectif pour faire une personne normale. Et en fait, le corps il dit nique ta mère avec tes normes. Le corps il dit je fais ce que je veux, j'ai 36 000 paramètres, je les active, je les désactive quand je veux. Bref, vraiment c'est plus compliqué quoi. Traitée par les cellules interstitielles des testicules. Mais elle peut aussi être produite par les ovaires en plus petite quantité. Si les athlètes dépassent un certain seuil que les instances sportives considèrent comme fourchette masculine, alors certains athlètes deviennent inéligibles à concourir dans la catégorie féminine. En 2012, l'athlète ougandaise spécialiste du demi-fond Annette Negesa est elle aussi soumise à des tests qui... Et encore une fois, je reviens pas sur le fait que ce qui est considéré comme la norme masculine reste une norme blanche, du coup, qui correspond moins... Bref, bon, même la façon dont ces normes sont posées est aussi douteuse. Qui révèle un taux jugé trop élevé de testostérone. When I reached there, I found that doctors, they had to do the tests, and whereby they were all men. So they had to measure my body, measure my chest, and all I was naked. So it was something cozy, something new to me. They had sent me back home, whereby I didn't get the results from there. They didn't give me any result. Et c'est ça qui est intéressant aussi, le fait qu'il lui ait pas rendu ses tests, c'est aussi que, et on revient tout à l'heure de ce qu'on disait tout à l'heure sur le pouvoir médical, mais il y a aussi, on te nie la possibilité de comprendre comment ton corps fonctionne et d'avoir une agentivité sur ton propre corps. C'est-à-dire que non seulement on va faire des tests, on va pas t'en donner les résultats, donc on va même pas te permettre de mieux comprendre ton corps. Alors que normalement le sport, t'es quand même censé bien connaître ton corps quand tu fais du sport, tu sais, genre c'est intéressant de savoir comment ton corps fonctionne, quels sont ses paramètres, c'est quoi la photographie de comment fonctionne ton corps, tu vois. Bah non, en fait non. On va te le nier parce que comme on te considère comme anormal et comme une anomalie à corriger, on va aussi te nier la capacité de comprendre et d'accepter ton corps comme il est. Oui, c'est une violence de fou. Hein. On va juste te dire, on te donne pas tes résultats, on ne te permet pas de te comprendre, donc on te nie le fait d'avoir du pouvoir sur ton corps, parce que c'est ça en fait. On te nie la capacité d'avoir du pouvoir sur ton corps et on va t'ordonner arbitrairement des trucs que tu seras condamné à ne pas comprendre puisqu'on t'aura jamais dit. Selon elle, ses docteurs lui indiquent qu'elle doit suivre une intervention médicale pour continuer à courir. La fédération conteste toute implication auprès de plusieurs médias. They were calling it a simple surgery. Wondered waking up in the morning, finding out under my belly just cuts. I was speechless. I spent almost 7 years without knowing that I had to do hormone replacement in my body. My joints were paining. Donc là, typiquement, ils l'ont mutilé. Ils lui ont retiré, du coup, j'imagine que ça devait être des testicules internes. Donc en gros, c'est ce qui arrive quand je vous ai expliqué l'insensibilité aux androgènes. En gros, au niveau embryonnaire, du coup, les testicules restent à la place en fait des ovaires, restent flottants, ils ne descendent pas. Donc en fait, mais ils continuent de produire des androgènes en fait. Genre, ils continuent de produire les hormones que ton corps transforme en œstrogènes ou alors garde en testo. Du coup, ils l'ont mutilée. Ils lui ont pas dit qu'elle devait prendre des hormones en remplacement parce que, du coup, oui, ils lui ont privé d'une source de production d'hormones de son corps. Donc, ils lui ont laissé avec une seule hormone et comme je vous l'ai dit, avec une seule hormone, tu ne vis pas en fait. Et du coup, ça crée des douleurs osseuses, de l'ostéoporose, etc., etc. Oui, ils l'ont juste mutilée. I couldn't stand up for longer. I tried my training, I didn't work out. It wasn't working out. I was doing manual work
to get like finances. Ça veut dire que tu as des femmes qui sont au top de leur forme athlétique, au top de l'expression de ce que leur corps peut produire de puissance, et des médecins décident de les mutiler et de les empêcher définitivement de projeter leur puissance. Et c'est là aussi qu'on revient au patriarcat et à la misogynie. C'est que on vient empêcher des femmes d'exprimer leur plein potentiel corporel. C'est aussi on va punir des femmes parce qu'elles sont trop extraordinaires, parce qu'elles ont des trop bons résultats, parce qu'elles sont trop puissantes. Et donc on va les réduire à l'état de ce qu'elles doivent être comme femmes, c'est-à-dire impuissantes. Yeah, I reached an extent of wanting to poison myself. De 2011 à 2025, les règlements de la Fédération d'athlétisme vont évoluer, de même que le taux de testostérone accepté. Mesuré en nanomoles par litre de sang, il passe de 10 à 5, puis à 2,5 nanomoles par litre de sang. Donc en plus de ça, ils ont baissé la barre d'admissibilité, quoi. C'est vraiment en mode... Et donc on va modifier les trucs, et en plus de ça, on va rendre le truc encore plus dur. Mais vous voyez, il y a des médecins inconscients qui prescrivent de la spironolactone, notre bloqueur de testo, en primo-prescription à des meufs trans sans donner accès tout de suite aux oestros, c'est la folie. Et oui, il y en a encore plein qui font ça, c'est terrible. Oui, dites-vous, pour les meufs trans, pour donc transitionner d'un sexe masculin à un sexe féminin, parce que oui, on transitionne le sexe en fait, allô. Et oui, il y a des docteurs, tu vas les voir, pour démarrer un traitement hormonal, ils vont juste te filer des bloqueurs de testo, donc ils vont te mettre ta testo à 0, sauf que t'as pas d'autres hormones. Et t'es en mode, allez, bonne chance, amuse-toi bien. L'enfer, c'est de la torture médicale, tout simplement. Disorders of sex development, and there's a very small... Arrête de dire DSD, espèce de... Bref. Small percentage of that small percentage that doesn't respond to testosterone, and they may not have male advantage. And some of these disorders of sex development, they still produce male levels of testosterone. They still respond to testosterone like males do, and so they would have a male advantage. Donc là, il distingue en gros, ce que je vous expliquais, tu as des gens qui ont une insensibilité totale aux androgènes, d'autres qui ont une insensibilité partielle aux androgènes. Sauf qu'en fait, partiel, le mot, il est important dans le partiel. Quel degré de partiel de l'insensibilité peut être un peu insensible, très insensible? Ça veut dire quoi? Et donc il est en mode, il y a les personnes insensibilité totale aux androgènes. Oui, bon, ça va, il n'y a pas comment dire? Il n'y a pas d'avantage compétitif. Mais par contre, insensibilité partielle, là, il y a un avantage compétitif, elles sont comme des hommes. T'es en mode, non. Et puis, et encore une fois, oui, le terme male advantage, avantage masculin. C'est-à-dire quoi un avantage masculin? Plusieurs études récentes confirment que la testostérone joue bien un rôle dans le développement de masse musculaire et dans les performances chez les athlètes en catégorie masculine. Mais certaines athlètes intersexes ou hyperandrogènes font de la résistance à cette même testostérone. On appelle ça le syndrome d'insensibilité. Alors bon, hyperandrogène, encore en mode merde, n'employez pas ce terme OMG. Hyperandrogène. T'es hyperandrogène, c'est genre t'es défini par le fait que tu te produis de la testostérone. Genre en fait on peut... Bref. Complète aux androgènes, le SICA. Concrètement, même si elles produisent plus de testostérone que la moyenne, cela n'influence pas leur corps ou leur performance sportive. Par ailleurs, certains remettent une fois, le fait qu'on appelle ça un syndrome, t'es en mode non, tu as juste une insensibilité aux androgènes, genre c'est pas un syndrome ou quoi, genre c'est pas une maladie, c'est tranquille, c'est juste ton corps il est comme ça. Cause les avantages réels des autres athlètes hyperandrogènes. There is basically just a big question mark because there is almost no evidence of what happens to them during puberty in terms of things like muscle mass and things like that are relevant to sport, and particularly how they're quite unusual. Il n'y a pas beaucoup de data sur comment ça se passe pendant la puberté. Bah ouais, peut-être parce que vous les mutilez quand vous les détectez. Oh là là, c'est bizarre. Dès qu'on détecte un enfant qui est intersexe, on le mutile pour le faire rentrer dans une norme. Du coup, on sait pas comment ça se passe à l'adolescence, l'intersexuation. Ah bah oui, c'est bizarre, ouais. Ah bah on se demande bien. Ah mais c'est dommage, il n'y a pas de données. Way of sensing or inability to sense testosterone. Nous avons vu dans les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020 une athlète qui était plus performante que Caster Semenya, qui était plus rapide, venant des États-Unis. Mais on n'a jamais questionné sa performance. Pourquoi on n'a pas questionné sa performance? La réponse se trouve dans son corps et dans son pays d'origine. Elle est états-unienne, donc elle a une fédération puissante qui la soutient. Et en plus de ça, ok, elle va plus vite que Semenya, mais elle est moins butch, elle est plus féminine. Donc ça, on sait vraiment que c'est bien une femme, quoi. Du coup, Caster Semenya, qui était censé avoir des performances sportives absurdes, trop pour une femme, qui décourage les autres femmes de participer, du coup, ça, on en fait quoi, du coup, hein? Quand on dit qu'il n'y a que deux genres, masculin et féminin, d'accord que c'est faux, rien que du fait de l'existence des intersexes. Là, on va parler de sexe plutôt que de genre, parce que le genre, c'est l'expression sociale, même si j'aime pas trop distinguer les deux. Et en fait, non, il y a quand même deux pôles sexuel. Il y a un pôle sexuel masculin et un pôle sexuel féminin. Mais il y a une infinité de variations entre les deux. C'est plutôt ça. C'est-à-dire que plutôt que de voir ça comme une répartition binaire 1, 2, il faut le revoir comme une répartition, encore une fois, comme un spectre. Et donc comme une répartition plus avec qui permet des entre-deux. Donc la structure est bimodale, il y a deux pôles, mais elle n'est pas binaire, dans le sens où l'un n'empêche pas l'autre. Enfin, les caractéristiques de l'un n'empêchent pas les caractéristiques de l'autre. In cisgender women, the data isn't there. And in intersex women, who have high testosterone, I have to admit that the data isn't there. But theoretically, higher testosterone in cisgender men is associated with better performance. And we know that cisgender men compared to cisgender women
have much better physical performance. And that's why people extrapolate that there's better physical performance. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de données sur est-ce que plus de testo chez une femme cisgenre, ça fait plus de performance. Mais comme il y a les données sur les hommes, bah du coup on dit bon bah, si c'est vrai pour les hommes, ça doit être vrai pour les femmes. Donc en fait c'est que de l'extrapolation à partir de, encore une fois, hein, la norme médicale qui est toujours la norme médicale masculine quoi. Et comme d'habitude le corps des femmes est considéré comme inintéressant pour la médecine, pour la science. Enfin en tout cas, du moins. Sauf quand il s'agit de le contraindre, de le réduire et d'en faire la police, bien évidemment. In people with higher testosterone. Caster Semenya porte son histoire devant les tribunaux en 2018 lorsque la Fédération internationale d'athlétisme abaisse ses seuils de testostérone, ce qui ne lui permet plus de participer. Cette fois-ci, elle refuse de prendre un traitement hormonal. Probably I'm a problem because I'm an overachiever, so we must get rid of you. Full stop. I'm very pleased. I think it's about time that CAS looked after the majority and thought about how we're going to protect female sport. Ancienne nageuse olympique, à quel niveau ? Elle a fait des podiums ou immense transphobe, elle, du coup? Après plusieurs étapes judiciaires, la CEDH, la Cour européenne des droits de l'homme, affirme en 2025 que Caster Semenya n'avait pas eu le droit à un procès équitable, sans pour autant se considérer compétente pour juger de l'existence d'une discrimination ou non sur le fond. Précisons que depuis 2011-2012, les tests de testostérone ne sont pas systématiques et concernent seulement les athlètes qui font l'objet de suspicions aux yeux des instances sportives. Et ça, encore un truc intéressant. Les tests de féminité, ils sont plus obligatoires, ils sont plus systématiques, sauf quand on a un doute. Comme par hasard, un doute sur des femmes racisées qu'on estime qu'elles devraient pas gagner. This is happening a lot of athletes who are coming from the globe of the South. But I've never heard any athletes coming from like Europe, USA. No, these are problems that like weak athletes from the globe of the South are the ones who are suffering a lot. Face à ces difficultés, dis-leur, c'est raciste. le CIO change complètement d'approche en 2021. Les règles universelles comme les seuils de testostérone sont abandonnées. Seul un cadre de grands principes est donné. Aucun athlète ne doit être exclu uniquement à cause de son genre ou de variations sexuelles. Et chaque sport doit définir ses propres règles en fonction de ses spécificités. Et donc comme chaque fédération a défini de ses règles, bah, les fédérations elles ont dit bah, très bien, bah, on élimine les trans déjà, et puis on remet les règles sur la testo. Since World Rugby said that, you know, if you've undergone male puberty, you can't compete in the female category. Even if you suppress testosterone surgery or anything else, still could be in the female category. World Athletics went with... Oui, la Fédé de rugby, elle a dit, en vrai, si quand t'étais ado, si t'as pu transitionner adolescente, ça va. En fonction de la puberté à l'adolescente, ce qui est, en vrai, ce qu'on peut remettre en question aussi, tu vois, genre, bon, enfin, la puberté, tu peux en faire deux dans ta vie, hein, Dieu sait. J'ai fait de puberté, j'en sais quelque chose. Ton corps, il change, comme... On va pas se mentir. Et les meufs trans aussi, leur corps il change. You know, if you've experienced male puberty, you can't participate. There was a group of us from around the world who wrote our paper stating that the IOC framework wasn't correct. 3 ans plus tard, l'affaire Iman Khelif montre la conséquence directe. Faute de cadre clair, les controverses continuent à affecter des cas individuels. La boxeuse algérienne... Bah ouais. Bah en fait, si vous acceptez pas d'inclure les gens, bah dès qu'une meuf paraîtra pas assez féminine aux yeux du public, bah vous vous retrouverez avec le même problème quoi. C'est un argument privilégié, tout le monde n'a pas le privilège de pouvoir transitionner durant son adolescence. Bah oui. D'autant qu'il y a de plus en plus de pays qui essayent d'interdire la transition dans l'adolescence, notamment les États-Unis. Bah les États-Unis sont en mode on interdit aux gens de transitionner à l'adolescence et on fait quand même des tests de féminité parce qu'il faut quand même bien pouvoir palper des gamines quoi. Elle peut participer au JO de 2024. Mais en 2025, elle ne s'inscrit pas au championnat du monde. Entre-temps, l'annonce d'un nouveau test fait encore polémique. Bon, du coup, Iman Khelif, j'avais toujours parlé. J'en avais parlé, je vous renvoie au best-of que j'avais fait à l'époque des JO. No men playing in women's sports. Who else could have done that? You think that was easy? That wasn't easy. 2025. World Athletic et World Boxing, les fédérations internationales d'athlétisme et de boxe, annoncent que les tests redeviennent systématiques et obligatoires. Fini les seuils de testostérone, les fédérations passent à une autre technique. Puis on exclut des gens, alors tout ce qui va ressembler au tiers exclu sera soupçonné. Exactement. Dès que tu crées une frontière, tu crées des personnes frontalières. Et donc les personnes frontalières seront toujours suspectées. Le dépistage du gène SRY. En 2026, c'est au tour du Comité international olympique de rendre ce test obligatoire. At the Olympic Games, as you know, the smallest little bit of an advantage can be what makes you a gold medalist or not. And for me, that comes back down to protecting the field of play and to having that field of play being safe. Mais aussi, l'avantage, c'est de s'être plus entraîné, d'avoir gagné à la loterie génétique. Encore une fois, putain de Michael Phelps. Genre, le micro-avantage, c'est ce qui peut vous faire partir d'une médaille. Oui, ok, bah, le micro-avantage de ne pas avoir subi d'attouchement sexuel de la part du médecin de son équipe olympique et du coup, de ne pas se retrouver dans un truc où psychologiquement, t'es pas bien. Je veux dire, à un moment, il y a aussi des critères psychologiques dans le... Bref. Et donc le super test génial, c'est on retourne au test de Barr. On retourne au test des chromosomes, qui marchait pas déjà à l'époque.
En fait, ce test n'est pas vraiment nouveau. Il faisait partie de ceux qui ont remplacé le test de barre avant les Jeux Olympiques d'hiver de 1992 à Albertville. Et il avait été Et Dieu sait que ça a bien marché, hein. abandonné au bout de quelques années. Comme le test de barre, ce nouveau test est un test génétique. Il peut se baser sur un prélèvement dans la bouche ou sur une goutte de sang. Mais cette fois, on regarde le chromosome Y et on cherche à voir s'il contient ou non un gène qu'on appelle SRY. Ce gène, SRY, c'est lui qui initie généralement le développement des testicules, la puberté masculine et une production de testostérone. Généralement. Et là, le mot généralement est très important. Encore une fois, c'est pas juste parce qu'il y a un gène qui est présent qu'il s'exprime dans sa pleine potentialité. T'as des gènes, ils sont présents, ils s'expriment à moitié, ou au quart, ou totalement, ou pas du tout. Parce qu'en fait, le corps, c'est plus compliqué que ça. Testostérone plus important. En plus, ça fait hyper eugéniste, vraiment, on va faire des tests génétiques, bref. Ce test, il s'appuie sur les recommandations de certains scientifiques. Whether you're looking at 100-meter to marathon performance, typically you're about 10 to 15% faster in the males than in the females. If we look at swimming, it's about 10 to 15% faster for males than females. Females should compete against females because of the male athletic advantages. And that's how, kind of as a large group of us, there's about 3 dozen of us that came together and said, well, SRY testing looks like the best possible way. It's not expensive though. It's like 99.99% accurate. Et du coup, le 0,1%, ça le merde. Parce qu'en fait, c'est sur le 0,1% que va y avoir une polémique internationale et qui va relancer le débat. Sont par exemple salués par Rem Al-Salem, rapporteur spécial des Nations Unies sur la violence à l'égard des femmes et des filles. Elle est transphobe, elle pose avec des gens de la Fondation Héritage qui sont anti-avortement. C'est une connasse. Ce n'est pas une personne de référence. C'est une personne qui milite avec des hommes anti-avortement et qui prétend défendre les femmes contre la violence. Allô. Merci, rapporteur spécial des Nations Unies sur la violence faite aux jeunes filles. Surtout que c'est 99,9 sur la population globale, mais les athlètes de haut niveau, c'est déjà une population. Oui, et en plus, exactement, Yvonig. C'est que, ok, d'accord, c'est valable. Le test, il marche à 99,9% du temps. Mais sauf qu'en fait, les athlètes, ils sont déjà pas normaux. Sinon, ce seraient pas des athlètes de haut niveau. Genre, il y a plein de composantes différentes à ce qui fait que t'es un athlète de haut niveau. Et en fait, bah, de fait, tu ne fais pas partie de la population normale quand t'es un athlète de haut niveau, en fait. Genre, pour ça qu'on dit athlète de haut niveau, en fait. It doesn't tell you anything about how strong someone is, how fast they run, or what their hormones are doing right now. It's like checking someone's birth certificate to decide if they can drive. Oui, c'est très, très intéressant ce qu'elle dit, c'est en mode, c'est pas parce que on sait à un instant T combien d'hormones t'as, ou alors est-ce que t'as un gène ou pas, ça nous indique pas qu'est-ce que font ces hormones pendant que tu fais une activité physique, ou qu'est-ce que fait ce gène pendant que tu fais cette activité phisique. Et c'est juste, en fait, ce n'est pas par des tests génétiques ou quoi que ce soit que vous pourrez dire c'est quoi une femme, c'est quoi un homme, ni même savoir qu'est-ce qui fait l'égalité en sport. Parce que spoiler alerte, je sais pas, les frères Lebrun, on les adore, ping-pong, génial, tennis de table, on adore. Mais bah le fait que leur daron, il était champion de ping-pong, le fait qu'il y ait des dynasties dans le sport, même dans le patinage, t'as plein de patineurs, leurs parents ils étaient patineurs aussi, c'est eux qui les entraînent et tout. Bah il y a aussi un aspect familial, culturel, génétique qui peut se transmettre. Qu'est-ce qu'on fait pour ça du coup? C'est pas un avantage injuste? Bah non, c'est pas un avantage injuste parce qu'on considère, parce que le sport est un monde qui a décidé d'ériger la biologie en maître et d'effacer tous les autres aspects de la société, quoi. Oui, Léon Marchand, fils de nageur. Pour le professeur Andrew Sinclair, qui a découvert le gène SRY dans les années 1990, utiliser ce gène pour déterminer le sexe biologique est erroné. Parmi ses critiques, il explique que le test indique seulement si le gène est présent ou non, voilà, mais ne renseigne pas sur son fonctionnement, la formation des testicules. Exactement ce que j'ai dit, c'est pas parce que le gène est là qu'il s'exprime. Un gène peut très bien être présent et être inexprimé. Ça ne veut rien dire. En fait, c'est juste pourquoi ils ont trouvé le test avec le gène SRY. C'est parce que ça leur donne une impression de donner un test objectif derrière lequel ils peuvent se cacher pour dire ok, c'est arbitraire, mais on a décidé que c'était la limite arbitraire et du coup t'as ce gène, tu dégages, t'as pas ce gène, tu rentres. Et en fait, c'est que comme ça, ils sont en mode comme ça, c'est clair, il y a un seul truc, c'est oui ou non. Et en fait, ça leur permet d'évacuer toute la complexité du corps et toute la complexité du fonctionnement des performances athlétiques, quoi. Certaines personnes intersexes ou certaines variations du développement sexuel qui ont des chromosomes XY et le gène SRY, mais qui ne seraient pas nécessairement avantageux. Ah oui. Evidence for a relationship between an SRY gene and performance in those people is almost non-existent. Moi j'adore parce qu'à chaque fois qu'on parle des personnes trans ou des personnes intersexes dans le sport, de la question du sport féminin, des tests de féminité, à chaque fois on nous dit il y a des preuves de rien. Mais alors pourquoi vous le faites? Sporting organizations like World Athletics, they could have begun a research program that carefully studied with proper ethics about how they did it, but they didn't do that. Ah, bien sûr, ça coûte cher de faire des recherches. Oui, ok, oui, les fédérations auraient pu lancer des programmes de recherche, oui. Sauf que ces fédérations, elles veulent pas dépenser de la thune pour ça. Elles veulent pas dépenser de la thune. C'est beaucoup plus simple de se dire les monstres, ça dégage, que dépenser de la thune pour comprendre comment fonctionne le sport. Instead, they've gone through a whole sort of
series of different regulations and policies that have essentially been excluding or limiting the participation of athletes with a DSD. Le CIO et la Fédération d'athlétisme expliquent que des évaluations supplémentaires pourront être menées pour réintégrer ces personnes. Mais plusieurs opposants dénoncent l'imprécision de cette procédure. Oui, donc en gros, non mais on pourra vous bannir et vous réintégrer, mais globalement, en fait, ce qui est fascinant, c'est que du coup, si t'es une athlète qui est bannie à cause du test de Gen SRY, mais que t'arrives à prouver que t'as une insensibilité totale aux androgènes et qu'en fait, c'est bon, t'inquiète, t'as pas d'avantage. En fait, ça veut dire que la barre pour participer au sport est encore plus haute, parce que du coup, tu dois faire face à l'humiliation, au combat juridique, aux tests invasifs, etc. Et en gros, c'est en mode, on rend ça encore plus coûteux et plus humiliant pour toi, quoi. Donc c'est pas juste, ce n'est pas la justice en fait. En fait, plutôt que d'assumer le primat biologique dans le sport, ils font des circonvolutions de fou pour continuer à le faire sans le dire. Oui, c'est ça. En février 2026, Iman Khelif confirme qu'elle possède ce gène SRY. Elle raconte. Ma différence, elle est naturelle. Je suis comme ça. J'ai grandi comme une fille, les gens de mon village m'ont toujours connue comme une fille. Pour les prochains jeux, s'il faut passer un test, je m'y soumettrai. Je n'ai aucun problème avec ça. Ce test, je l'ai déjà fait. J'ai contacté World Boxing, je leur ai envoyé mon dossier médical, mes tests hormonaux, tout. Mais je n'ai eu aucune réponse. Comme d'habitude, il n'y a jamais de réponse. On te renvoie jamais. Bref. Et la charge à la preuve. Oui, totalement. La charge de la preuve est à l'athlète, totalement. C'est toi qui dois prouver que tu mérites, et pas les gens qui t'excluent, qui doivent prouver que. Enfin voilà, bien sûr. Ça a une autre critique. En fait, il revient à exclure automatiquement les femmes transgenres nées avec un chromosome XY et un gène SRY. Savoir si ces personnes transgenres ont des avantages, c'est aussi l'objet de controverses scientifiques et politiques depuis plusieurs années. D'un côté, surtout politiques. Certaines souhaitent qu'elles puissent participer dans les catégories féminines sans exclusion. D'autres affirment par exemple qu'elles pourraient le faire, mais dans le cas où elles suivraient une suppression de testostérone depuis plusieurs années. Et encore une fois, suppression de testostérone à 0 ou au niveau des femmes cis. Parce que désolé, mais là jusqu'ici, ils ont demandé à ce que les femmes trans elles aient un taux 0. Un taux 0, encore une fois, c'est de la torture. Genre, qu'est-ce que vous allez faire exactement? Trans women do retain higher absolute muscle mass in kilograms, that's real, but people miss the fact that muscle mass doesn't automatically mean better performance. Il y a ça aussi. Depuis tout à l'heure, on parle que de masse musculaire et de testostérone. Mais en fait, t'as plein de sports qui fonctionnent pas de la même façon. Bon, on a parlé des fléchettes tout à l'heure parce que c'est vraiment le truc comme ça, voilà. Mais genre, l'endurance, la capacité pulmonaire. Genre, en patinage artistique, le dopage, Kamila Valieva qui a été chopée, coupable de dopage. Bon, c'est plutôt ses coachs qui lui ont filé ce truc. Mais Kamila Valieva, elle s'est dopée avec un médicament pour le cœur. Elle a fait genre que elle s'est trompée, c'était le médicament pour le cœur de son grand-père, etc. Mais en jouant justement sur la capacité coronaire et la capacité de justement à soutenir justement l'endurance nécessaire pour ces programmes de patinage. Donc encore une fois, c'est encore une fois un focus centré sur les hommes. C'est-à-dire qu'on est en mode, on a décidé que les hommes c'est les muscles, c'est le sport, et que le sport c'est le muscle qui fait que... Non. La fiction qu'on a créée sur la masculinité autour de la masse musculaire et de la puissance, etc. est complètement fausse. Il va falloir admettre que la fiction sur les muscles est fausse. Oui, en cyclisme, le PO qui augmentait l'absorption d'oxygène, oui, petite rustine de fou. Genre c'est... Juste en fait, va falloir admettre que les performances sportives, c'est pas juste bouton on-off, testostérone, gros muscles. Il y a plein de sports différents qui fonctionnent différemment. Il y a le truc des femmes trans bannies des compètes d'échecs féminines. Oui, de fou. C'est politique en fait, c'est tout. C'est en fait, tout ça, ça arrive uniquement parce qu'on refuse de remettre en question les fictions autour de la masculinité. Point barre. C'est tout. Juste pour protéger la faible catégorie des hommes, on fait subir tout ça aux femmes. C'est quand même une folie quand on réfléchit comme ça, quoi. And when you actually test what people's bodies can do, which is physical performance, the most important thing, the functional gap disappears. Et ça, c'est intéressant, c'est que du coup, quand tu étudies les trucs objectifs en bas de la masse musculaire, le truc comme ça, oui, t'as des différences, mais quand tu regardes ce que font les gens et ce que les gens font de leur corps et de ces trucs objectifs, en fait, là, t'as pas de différence, en fait. Bref. Je suis persuadé depuis tout à l'heure parce que je me rends compte que tous ces sujets, je les avais abordés en cours de SVT anglais, j'avais complètement oublié. Ma prof était grave basée, c'était il y a 7 ans, mais je crois que j'avais pas encore le recul nécessaire pour tout comprendre. Ah, c'est trop cool. Franchement, que ta prof ait parlé de tout ça, c'est trop cool. En patinage, j'ai une meuf qui s'est pointée une compète all men, elle est arrivée 2e l'année suivante, les femmes étaient bannies. Oui, c'est ça, exactement. En patinage, historiquement, pourquoi les femmes sont différentes des hommes, c'est parce qu'il y a une meuf qui a gagné. Non, qui est arrivée 2e, un truc comme ça. C'est tout. C'est tout. C'est le mot que je cherchais, c'est le problème de l'androcentrisme. C'est que le sport reste encore une fois trop androcentré. Et du coup, c'est les femmes qui doivent encore une fois réparer et faire des efforts pour réparer l'androcentrisme et faire avec. But if you look at what the existing evidence shows, it doesn't support the claim of a
persistent athletic advantage for trans women who've been on a significant duration of hormone therapy. Et ça, c'est ce que les meufs trans disent depuis des années. Hein. Oui, quand t'es sous hormones depuis 3-4 ans, tu n'as plus d'avantage compétitif sur les hommes. On le sait, on sait comment fonctionne notre corps. Enfin, je parle à la place des femmes trans. Genre, elles savent comment fonctionne leur corps, en fait. Genre, moi, c'est toujours l'exemple que je donne de ma pote qui, au fur et à mesure de son traitement hormonal, s'est rendu compte qu'elle avait de plus en plus de mal à ouvrir sa boîte de cornichons, quoi. Oui, bah oui. En fait, les hormones, mais aussi c'est parce que ça vient de l'impression que la testostérone est l'hormone puissante et l'œstrogène est l'hormone faible. Et qu'en fait, l'œstrogène serait une hormone plus faible que la testostérone. Non, l'œstrogène, c'est ultra puissant, les gens. Les meufs trans en savent quelque chose. D'autres enfin pensent qu'elles conservent certains avantages physiques et qu'elles doivent être systématiquement écartées de la catégorie féminine. For a long time, people have thought the male-female difference was only caused by male puberty. In the past few years, myself and some other researchers have published research showing before puberty, boys run 3 to 8% faster than girls. Donc lui, c'est le chercheur transphobe globalement, hein. Non, mais regardez, on a montré que même avant la puberté, il y avait des différences. Ok, d'accord. Objectif ou culturel? Parce que désolé, moi j'ai déjà fait l'expérience pour un rendu de sociologie. En gros, pour un truc à Sciences Po, on avait un cours de sociologie de la marginalisation urbaine, etc. Bref. Et donc pour le rendu final, il fallait faire une observation dans un espace urbain, etc. Enfin voilà, donc il fallait faire une observation sociologique et faire un compte rendu de cette observation. Et du coup, moi j'étais allé à Drancy et je m'étais posé devant les écoles. Et c'était genre, il y avait école primaire et collège l'un à côté de l'autre, et du coup je regardais des enfants jouer au foot après la sortie des cours, devant sur le parvis de l'école, etc. Et ce qui était fascinant, c'est que, sur ce qu'il dit sur la puberté là, c'est que t'avais les gamines qui étaient vraiment toutes petites, en mode école primaire, CE2, un truc comme ça, qui jouaient au foot, qui se donnaient, etc., qui couraient, qui envoyaient le ballon, qui étaient en mode etc., qui étaient vraiment en mode, elles exaltaient les performances sportives de leur corps, et les gamines un peu plus âgées, qui étaient plus sur fin de primaire, début de collège, qui, elles, ça se voyait, elles s'auto-censuraient au contraire. Je les voyais que elles jouaient au foot, mais elles s'empêchaient un peu de courir, elles couraient pas beaucoup, elles regardaient beaucoup, je voyais beaucoup dans leur regard l'inquiétude sur leur corps, sur leur corporalité, sur le fait qu'elles se contraignaient elles-mêmes, et j'en voyais notamment une qui regardait les plus petites jouer. Je la voyais, elle était tentée de les rejoindre, elle avait vraiment le regard de j'ai envie de jouer, mais après elle regardait ses autres copines en mode j'ose pas. Et en fait t'avais vraiment ce truc là sur cette jeune fille qui avait cette tension là et qui s'empêchait vraiment de jouer. Et donc tu sais le fameux truc de oh là là, mais avant la puberté en fait les garçons ils courent plus vite que les filles, c'est scientifique. Mais en fait il y a plein de trucs culturels là-dedans. Avant la puberté le genre il existe, avant la puberté le patriarcat existe, et avant la puberté les femmes s'autocensurent déjà. Et avant la puberté on dit déjà aux garçons qu'ils peuvent aller jouer, faire les 400 coups, et qu'ils sont forts et qu'ils sont puissants, et aux petites filles qu'elles doivent être délicates et qu'elles doivent pas trop se salir. Autocensure des seins qui se barrent dès que tu cours. Non, mais en plus elles étaient pas pubères ces filles. Hein. Là je parle que des filles qui étaient prépubères mais à des âges différents. Et en fait bah ouais, en fait c'était pas la puberté qui faisait que la gamine elle osait pas jouer au foot, c'est parce qu'elle regardait tout autour d'elle et qu'elle avait peur des garçons et qu'elle avait peur du regard des filles, tout simplement. 3 ans à digérer une asso, c'était toute une partie du projet d'impliquer les jeunes ados. Bah ouais. Et parce que je veux dire en fait c'est de la sociologie de base en fait. Genre, je veux dire c'est de la sociologie du genre, oui, c'est ce que t'observes quand tu fais le test d'observer des enfants qui jouent. Oui, même avant la puberté en fait, t'as des meufs qui commencent à être en mode ah non, je dois être toute délicate et je dois m'empêcher de courir. Bien sûr. So there is male advantage even before the onset of male puberty. Assume that they have gone through puberty as a male before transitioning, then the question is, well, if they... Parce que, voilà, ça repose la question sur les femmes trans. Ok, d'accord, elles ont subi une puberté masculine, mais est-ce qu'elles ont bénéficié de tous les avantages de la masculinité? Est-ce qu'elles ont passé leur adolescence à jouer au foot, à courir partout et à exalter la puissance de leur corps? Ou est-ce qu'elles ont passé toute leur adolescence à se planquer, à bouquiner et à faire en sorte qu'on ne les remarque pas pour qu'on les harcèle pas? Bah désolé, ton corps il apprend des choses différentes en fait. Entre si tu passes ta puberté à courir et à jouer au foot, ou si tu passes ta puberté à te cacher et à essayer de pas te faire remarquer. Chaque passage il y a 10 000 advantages. Non mais enfin c'est vraiment le mec là avec son drapeau états-unien derrière lui, c'est putain son avantage masculin, moi j'ai du mal à le voir en tout cas. Hein. Lower the testosterone levels from that new higher level down to a typical female level. Does that remove the physical advantage they gained during puberty, Oui, il y a plein d'études qui font que montrer ça. Physical development, and the answer seems to be largely no. A little bit of that advantage does seem to be removed, but the majority remains because the key time is at puberty. Et c'est cette position qui est retenue aujourd'hui par le CIO et les fédérations de boxe et d'athlétisme.
they're still eligible to compete. They just need to compete in the category based on their sex. Non mais elles peuvent être en compétition, hein. Juste elles doivent être en compétition avec les hommes. Bah oui, non mais sauf qu'en fait, bah elles peuvent pas. C'est vraiment l'argument. Non mais les homosexuels ils peuvent se marier avec le sexe opposé. Bah au pire va te faire foutre. Au pire va niquer ta mère sinon, avec ton avantage masculin. And that's the important thing, because identities don't influence sports performance. Sex influences sports performance, and so biological sex. Oui, bah du coup, les personnes trans, elles ont pas le même sexe biologique que des hommes, donc va niquer ta mère. Tu vois, c'est vraiment lui, c'est juste un transphobe. Parce qu'il te fait plein de circonvolutions pour dire, in fine, c'est du sexe biologique. Bah ouais, bah quand t'as bouffé des oestrogènes pendant 5 ans, ton sexe biologique, il a changé, pardon. Hein. Désolé, mais on est transsexuel aussi. Hein. On change de sexe, de fait. Genre, moi, mon sexe, il a changé. Et je parle pas du sexe anatomique. Enfin, pas que. Genre, désolé, oui. La muscu, c'est plus facile maintenant. Pour résumer les autres critiques, il y a notamment la question du consentement au test, des impacts psychologiques possibles, ou le fait que ce type de test génétique soit interdit dans plusieurs pays comme la Norvège ou la France. For athletes that live in countries in which they can't do the genetic testing, to compete in the Olympics, they can go to a different country where it is legal to do. Oui, parce que donc du coup, rappelle que maintenant, du coup, les tests génétiques, ils sont à la charge des athlètes. Et d'ailleurs, pourquoi ils sont à la charge des athlètes? Parce que les fédérations veulent pas payer pour. En fait, techniquement, c'est les fédérations qui doivent faire passer les tests. Mais comme les fédérations veulent pas investir dans le sport féminin, du coup, c'est les sportifs qui doivent payer. Voilà. Et donc du coup, il est en mode, non, mais si elles peuvent pas faire les tests, elles ont qu'à aller dans un autre pays pour faire le test. Mais au pire, tu peux aller niquer ta mère. Au pire, tu peux aller te faire foutre. Au pire, tu peux aller manger tes morts. We want to ensure that access to mental health and safeguarding resources for athletes undergoing SRY gene screening, particularly those with a positive result. Vous inquiétez pas, on va vous faire un test ultra humiliant, mais derrière, vous aurez un suivi psychologique. Bah peut-être que s'il y a besoin d'un suivi psychologique, c'est peut-être que t'as conscience que c'est de la violence. Connasse. Pardon, désolé, je perds patience. We care about performance advantage. Then we need to measure performance relevant parameters. Oui. Si tu t'inquiètes de la différence de performance, tu mesures la performance. Tu mesures pas autre chose que la performance. Sinon, c'est juste une façon de dire que t'es gêné de la remise en question de la bicatégorisation sexuée. Point barre. Y a rien de plus. C'est aussi simple que ça. Chromosome or a single muscle marker or a single hormone level. We need good data measuring the things that matter. And policy built on this fear of a marginalized group isn't good policy. It's just fear with a scientific veneer. Merci madame, vous êtes basée. Je vous aime beaucoup. J'espère que cet épisode vous aura intéressé. Bon, c'était intéressant, mais bon, vous auriez pu faire des choix éditoriaux, quoi. Bon, après, bon, en vrai, le choix éditorial, il est visible dans le montage. Souvent, la dernière personne qui parle, c'est la personne avec laquelle on est d'accord. Mais oui, à partir du moment où vous basez votre politique sur la peur, à la fois la peur des personnes trans, mais aussi la paranoïa des mecs de chuter de leur piédestal, oui, en fait, oui, vous allez... ça va être une politique de merde, oui. Un endocrinologue qui connaît son métier, bah oui. Oui, non, mais après, c'est brut. Après, je trouve que, bon, encore une fois, bon, c'est brut, il y a les limites, on connaît, voilà. Mais au moins, comme ça, ça m'a permis de rajouter des trucs et de faire un petit peu le tour de la question, d'autant que la question revient énormément en ce moment. Bah, t'as même de plus en plus d'athlètes femmes qui sont en mode mais vas-y, c'est une dinguerie, vous nous imposez des trucs qui sont hyper humiliants et tout, parce que bah oui, en fait, tout ça vient de l'histoire du patriarcat et de la misogynie sportive, et bah l'histoire du patriarcat et de la misogynie sportive ne va pas s'arrêter uniquement parce qu'on bannit les femmes trans et intersexes, en fait. En tout cas, voilà, j'espère que ça vous a intéressé, que vous avez appris des choses. Hop, et avant de partir, n'hésitez pas, si cette vidéo vous a plu, à liker, commenter, partager comme d'habitude, ça aide à faire tourner l'algorithme. Et si vous voulez me soutenir financièrement, n'hésitez pas à cliquer sur le lien Stream Elements qu'il y a dans la description de cette vidéo. Allez, cette fois je vous laisse.